Bonsoir Pépitoriens et Pépitoriennes, comme d'habitude nous commençons par notre petit disclaimer pour vous rappeler que nous ne donnons pas de conseils sur ce média, ni sur cette chaîne, ni pendant cette interview, c'est juste des échanges entre particuliers. Faites attention à vous et recherchez un peu, faites des recherches pour faire votre propres idées pour investir à vos risques et périls. Tous les liens où vous pouvez nous trouver sur Twitter, donc 10381, notre email et ensuite notre site internet où vous avez notre jeu et les produits Michael Landreau, Tino et Tradosaur. Et puis après, voilà, donc on revient sur le salon MTT de Mika et de Tino, plus les stratégies de Strado. Et enfin, le séminaire de Barcelone, 17, 18, 19 novembre 2023. On remet ça cette année. Après le succès de l'an dernier, vous serez avec nos intervenants. Il y aura des masterclass. On sera tous ensemble. On se partagera le même hôtel. On mangera ensemble et on parlera bourse, trading, investissement toute la journée. Voilà. Et on se retrouve avec aujourd'hui Julien Flo. Julien, bonjour, comment vas-tu ? Salut Denis, ça va bien. Merci de Très, l'invite. très bien, ça me fait très plaisir de te revoir. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu, dis donc. Je sais pas si en 2023, non, t'étais pas venu, c'est ça. Oh, ça Ouais. fait une bonne année, je pense, ouais. Ouais. Facile, facile, facile. T'as Ouais, eu un heureux événement, c'est pour ça, beaucoup plus de boulot. ouais, ouais, ouais. Je suis papa maintenant de deux enfants. Et Ouais. donc, ouais, c'est déjà adapté un petit peu mon trading aussi. Et par rapport à tout ce que je fais, donc, ouais, j'avais réduit pas mal tout ce qui était interview et vidéo en dehors de ce que je fais normalement, quoi. D'accord. Bon, bah tiens, ça peut être intéressant. Après, comment la naissance des enfants peut influencer sur le trading? Ça peut être intéressant. T'en fais moins. Ouais. Tu fais, si tu veux, ça dépend comment tu es organisé avec ta femme, etc. Si tu as une nounou ou pas, mais ouais, Mhm. t'es un peu plus fatigué, donc ça rentre en ligne de compte aussi. Donc beaucoup moins de pur spéculatif, on va dire, et des tailles de position plus réduites aussi, même si ça, j'ai fait quelques écarts. Mhm. Euh, mais ouais, tu adaptes. Donc moi, j'essaye de trader essentiellement sur des tendances qui durent quelques semaines Mhm. plutôt que, évidemment, l'intraday, c'est beaucoup plus compliqué. Après, ça dépend. Je sais que je vais avoir des fenêtres, mais en gros, j'ai réduit ma liste de suivi. Donc, Mhm. je suis à peu près les mêmes titres, mais je tire pas sur les news, je tire pas sur un paquet de trucs où je sais que je vais pas pouvoir suivre. Pas facile, parce qu'en fait, c'est aller un peu contre ta nature. C'est-à-dire que quand t'as le temps, en fait, tu fais ce que t'aimes, ce que tu sais faire, etc. Et après, quand t'es plus de short au niveau du temps, tu dois vraiment adapter ton trading à ta nouvelle vie, quoi. Ouais, et puis accepter de payer quelques prix parce que comme avant, si tu veux, je suis en permanence devant les marchés. J'ai mes suivis, j'ai mes alertes, j'ai mes ordres qui sont positionnés, donc j'essaye toujours d'optimiser vraiment mon entrée. Mhm. Lorsque tu as un emploi du temps qui est un petit peu plus dispersé, où tu peux te faire couper en permanence, c'est-à-dire que tu penses avoir le temps, mais bon, il faut amener un gosse à l'hôpital ou un truc, un machin, Mhm. tu sais que tu peux te faire couper à n'importe quel moment. Donc tu es plus sur des rentrées purement optimisées. Donc je laisse traîner quelques ordres et ce genre de choses-là. Mais sinon, j'accepte beaucoup plus aussi de payer mes entrées plus chères plutôt que le point précis. Et il y a plein de trades que j'aurais pris avant. Et comme je sais que je ne peux pas les marquer à la culotte, que c'est des trades qui sont des trades de rebond technique, ce genre de choses-là, ben, je ne les prends pas. C'est-à-dire que la contre-tendance, c'est fini. C'est vraiment que de la tendance maintenant et du truc sûr, quoi. Ouais. Euh, ouais, non, ça, j'ai quand même le naturel revient quand même rapidement au galop, donc je fais encore des trucs en contre-tendance si tu veux, mais je gère un petit peu plus mes entrées. Je rentre pas, je vais pas rentrer gros parce que je sais que je peux suivre et que je peux donc sortir assez rapidement. Donc je rentre plus petit et je rentre en plusieurs fois et Mhm. j'essaye de construire en fait la position sur un graphique qui est beaucoup moins court terme que ce que je pouvais avoir l'habitude de faire. Donc je, je descends rarement en dessous maintenant du 1 heure. Ah oui. Mhm. Avant, je pouvais descendre sur du 15 minutes, voire du minute si je faisais un trading de news. Mais maintenant, j'y touche plus. J'y touche plus Mhm. à ça là parce que voilà, j'ai besoin un petit peu de prendre le recul nécessaire aussi.
D'accord. Et au niveau de la perf et du ratio gain sur perte, nombre de trades gagnants, nombre de trades perdants, comment ça se passe? En fait, tu prends, comme tu prends moins de risques, normalement tu devrais avoir plus de trades gagnants qu'avant. Et est-ce que enfin, je sais pas, hein, tu vas me dire oui ou non. Et après, ça tâche sur la perf ou pas? Bah, j'ai plus de trades perdants qu'avant, Ah ouais? mais Ah, ouais, c'est bizarre, parce hein, que parce qu'en fait, tu fais plus gaffe, mais tu as plus de traits. bah, en Euh, fait, parce que le truc, c'est que je suis un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire que je continue quand même de prendre des trades qui sont très dynamiques, mais après, je vais me faire couper, il faut aller, j'ai des imprévus, il faut aller faire un truc, je laisse hmm, traîner des ordres, etc. Mais t'as des gains qui fondent, tu as des pertes qui s'accumulent, voilà, donc j'essaye un petit peu de gérer comme ça. Mais sinon, je fais plus de pertes que de gains cette année. Et puis surtout, j'ai fait de la contre-tendance avec quelques shorts, etc. Je me suis pris une mine sur Nvidia. mhm, Donc, quelque part, ma perf, elle est pas mauvaise. Mais j'ai un petit peu trop joué, je dirais, des phases de conso et de correction alors que j'en avais pas le temps et que j'aurais pas dû. mhm, Donc, si tu veux, le fait d'avoir moins de temps, j'aurais dû avoir une ligne de conduite plus stricte. Alors que mhm, j'ai continué quand même à faire de la contre-tendance pour jouer des petites consos de 1%, si tu veux, mhm, euh, alors que c'est pas nécessaire. mhm. Mais bon, ça, tu le penses après coup. Quand tu prends le trade, tu te dis, ça va le faire. Mhm. Oh, Nvidia, c'est-à-dire qu'en fait, t'étais short avant l'annonce ou quand Ouais, t'as pris une mine? J'étais short D'accord. avant les résultats, ouais. Et pourquoi? Parce que tu pensais que. Bah, je pensais que c'était déjà bien tendu, si tu veux, et je pensais que les résultats, même s'ils étaient bons, on pouvait éventuellement aller chercher un 330 $ où j'avais une AQ qui était positionnée pour pouvoir en fait anticiper et construire ma position short au fur et à mesure. Mhm, Dans l'idée que voilà, il y avait une conso à jouer. Sauf que, si tu veux, les résultats, ils sont pas exceptionnels de Nvidia. Ils sont même naturellement en baisse du mhm, consensus. Alors certes, le consensus était très bas, donc on arrive à battre le consensus de manière beaucoup plus simple quand il est naturellement bas, mais les résultats sont quand même en deçà de ce qu'ils étaient l'année dernière. Mais mhm. ce qui fait mal, si tu veux, c'est la guidance. Donc ils ont rajouté IA dans les communiqués. Toutes les boîtes qui Ouais. rajoutent IA dans le communiqué, c'est tout de suite la frénésie et la spécu. Et très rapidement, je couchais le petit. Et Mhm. pour une fois, il s'est endormi beaucoup plus tard. Et, La et loi de surtout, l'emmerdement maximum, non? Ouais. ouais, et quand j'ai ouvert, si tu veux, j'ai vu directement que Nvidia était en train de passer les 330, donc j'ai annulé mon ordre d'AQ. Et après, on était à 370 et j'ai coupé. Mhm, J'ai coupé parce que là, tu pars en frénésie et c'est impossible de savoir jusqu'où ils peuvent aller. mhm, Donc, tu sais très bien qu'à un moment donné ou à un autre, tu auras un prorata, tu auras une correction, mais ça, tu sais pas le timing. Donc, il faut attendre d'avoir les chandeliers qui peuvent t'indiquer le timing. Et en attendant, voilà, tu coupes. Il faut couper parce qu'il faut protéger le capital avant tout. Après, voilà, je tente ce genre de choses. J'ai tenté ce genre de choses parce que je joue sur des gains aussi depuis le début de l'année. mhm. Donc l'avantage, si tu veux, c'est que jusqu'au mois d'avril, j'étais bien adapté, etc. Et mai, ça a été un petit peu plus compliqué. Et mon erreur, si tu Tu veux, rends c'est un peu de l'argent au marché alors depuis avril, quoi. ouais, j'ai rendu ouais, sur Mhm, ces 2 mois, j'ai rendu pas mal. Alors j'ai quelques coups d'éclat, comme sur du Dada, etc. Ou comme si tu veux, je peux pas trop suivre, je concentre beaucoup plus mon portefeuille. Et puis là, ça a bien marché et le titre prend plus 20 en l'espace de 3 heures, 4 heures. Donc et j'avais 10% du portefeuille dessus. Donc mhm. voilà, ça permet de compenser. Mais après, dans la foulée, je te prends un short Nvidia et je prends les résultats dans la tête. Donc Nvidia, l'un sur un dans short l'autre. comme ça, tu perds combien sur le trade et combien sur le portefeuille? Enfin, si tu as ça en tête ou 2%. pas. Ben, Nvidia, c'est simple, hein, j'ai perdu 27% dessus et ça m'a coûté 2% du portefeuille. Ouais. Mhm. Ouais, c'est Mais quand même bon, une après, gestion assez de bon père de famille, quoi. Parce que perdre 27% et que ça donne seulement 2% sur le ben, portif, c'est déjà comme je t'ai assez. dit, j'étais en train de tailler la position, j'étais en train de la construire.
Bah, elle était quand même grosse, hein. Je tendais presque sur 10% du portefeuille et puis j'avais prévu de l'accumuler. Mhm. Mais là, si tu veux, en fait, je jouais quoi? Je jouais le fait qu'on allait faire une mèche haute sur les résultats, c'est-à-dire potentiellement les acheter, mais du coup accumuler sur un excès, et ensuite qu'on allait vendre les résultats. Mais bon, ils n'ont pas été vendus, au contraire, ils ont continué, même en aftermarket, de très bien tenir et de continuer d'être achetés. Et donc là, je ne me mets pas en face ces rouleaux compresseurs sur les semi-conducteurs. Je ne me mets pas en face. Parce que Mhm. voilà, après, c'est très intéressant. Quand tu regardes la majorité des annonces des boîtes de semi-conducteurs, ils sont quand même assez prudents. Et au niveau des résultats, bon, tu sens quand même qu'il y a le ralentissement économique qui va poindre. Après, il y a différents dans la chaîne de valeur. Tu as évidemment ceux qui vont souffrir en premier et ceux qui souffriront en dernier. Mais voilà, on sentait déjà un petit peu la souffrance. Enfin, ST Microelectronics s'était déjà pris une tarte. On avait beaucoup de boîtes semi-conducteurs qui, en avril, avaient vendu les résultats quand même. Mhm. Donc ce qui est très intéressant, Ça si aurait tu été veux, c'est logique, ouais. que Mhm. dans la logique fondamentale, tu es sur des niveaux de prix aujourd'hui qui font que les résultats sont pricés. Mhm. Mais tu as ce couvert intelligence artificielle qui vient prendre par-dessus. Et Nvidia, on l'a senti, hein, Nvidia a fait exploser tout le reste. Et tu vois les volumes. Les volumes qui sont arrivés avec les résultats de Nvidia sur la majorité des valeurs semi-conducteurs. Enfin voilà, là tu sais que tu te mets pas en face, quoi. D'accord. Il faut attendre que l'effet de mode passe. Ce qu'il faudrait faire, c'est l'accompagner. Mhm. Mais voilà, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, accompagner, c'est aussi suivre, etc. J'ai dit, je vais relaxer, relâcher la pression. Ce que je fais toujours, c'est que quand je commence à me prendre quelques bennes, etc., je retire un petit peu le pied de la pédale et j'évite tout de suite de me remettre dans des positions où il faut un suivi, où il faut faire un suivi quand même important. Ouais, c'est ce qu'avait fait, ce que nous avait un peu expliqué Christophe l'an dernier à Barcelone, justement, c'est qu'en fait, c'est que quand on perd, on doit diviser la taille des positions, et quand on gagne, on doit augmenter. Ouais, En fait, il y avait des courbes, etc. ouais, Non, ouais, c'était c'est assez ce que, intéressant, ouais. ouais, j'arrive pas forcément à le faire tout le temps, mais c'est ce que je travaille aussi. Pour moi, la gestion du risque et la gestion des tailles de position, c'est mon dada, c'est le plus important. Et voilà, l'une des raisons pour laquelle je bouffe pas le chapeau non plus, parce que j'ai shorté le Nasdaq, etc. Je prends quand même. Mon erreur cette année, c'est que je prends quand même sur mes shorts. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je prends beaucoup plus facilement des tailles de position plus importantes que sur mes achats. Mhm. Donc j'ai la main beaucoup plus lourde et ça me met beaucoup plus facilement dans le pétrin après, parce que tu rentres dans des engrenages dès que les positions sont un petit peu trop grosses où tu perds un petit peu la raison. Mais, euh, mais bon, je mets. Que tu prends plus gros parce que t'as envie de plus gagner ou parce que tu te dis, bah, de toute façon, à la baisse, ça va nous. Bon, c'est beaucoup plus violent et beaucoup moins long qu'à la hausse, donc je rentre gros et peu longtemps. Parce que c'est des gros titres aussi. Ouais, Parce que soit c'est l'indice, soit c'est des gros titres, donc je sais que les variations sont pas énormes. ouais. Voilà, je me dis, si tu veux, si j'ai les 2-3% de variation, je peux le gérer, plutôt que sur d'autres actions, sur du Nasdaq, etc., où tu peux avoir des variations de 10, 15, 20%. Donc tout de suite, les tailles de position doivent être à relativiser. Mais Mhm. là, quand je prends des positions short, c'est des positions courtes. Euh, et, euh, et donc, du coup, je joue si tu veux, des mouvements sur quelques heures, quelques jours, des mouvements de conso. Mais là, il y a pas de conso. Mhm. T'as eu des consos mercredi dernier. Il y a pas mal de valeurs des Ouais. semi-conducteurs qui ont perdu 3, 4, 5%. Mais derrière, tu as Nvidia qui te retourne le marché et tout le monde qui ouvre en gap haussier. Donc là, voilà, tu sais que c'est des gaps sur lesquels il faut pas te mettre en face, quoi. Ouais, pas facile ce marché parce qu'on parle de récession, on parle d'inflation, on parle tout ça. Donc normalement tous les indicateurs sont au rouge et on devrait descendre, mais on n'arrête pas de monter, on fait encore des plus hauts, encore plus hauts. Au niveau de la macro, est-ce que tu es d'accord avec moi d'abord? Est-ce que tu comprends un peu le décalage entre Ouais. la macro et la bourse? Et est-ce que c'est artificiel ou c'est, je sais pas. Mais Mm. premièrement, c'est toujours comme ça. Le Mm. marché monte toujours face à du bruit et face à des mauvaises nouvelles. Il faut comprendre très souvent que le marché a pricé déjà ces mauvaises nouvelles. Ouais.
et Price, si tu veux, derrière. C'est-à-dire qu'il a pricé la Le récession, mais il monte depuis octobre quand même, le marché, quoi. Oui, alors il n'est pas monté en ligne droite, hein. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'était pas un bear market rally, parce que je trouvais que les constructions étaient intéressantes, étaient saines. Un bear market rally, c'est ce qu'on a eu l'été dernier, en juillet, quand on commençait déjà à jouer et à anticiper le pivot de la Fed. Hmm. C'était, c'était certes l'anticiper bien en avance, et on en avait parlé, que justement, l'idée, c'était pas de croire qu'il allait avoir le pivot, l'idée, c'était de jouer l'anticipation du marché, que c'était une possibilité. Mhm. Et là, tu as le marché qui gagne une vingtaine de pourcents, mais en ligne droite, en vraie ligne droite. Aujourd'hui, ce que l'on a, c'est pas de la vraie ligne droite, tu as quand même des périodes de consolidation et de correction et de reprise de souffle. Mhm. Donc, tu as quelque chose de beaucoup plus construit. Même tu regardes le Nasdaq, la ligne droite commence maintenant. Mhm. La ligne droite a commencé, si tu veux, avec le break des 13 400 points, mais avant, c'est quelque chose qui est quand même assez construit. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus sain. Maintenant, on attaque la ligne droite et donc tu ressens que le marché veut aller chercher, veut aller taper un objectif. Donc 14 400 points, 14 007 sont éventuellement sur le Nasdaq 100, sont des objectifs avant éventuellement de commencer à consolider. Mais encore une fois, cette consolidation, une fois qu'on aura atteint ces objectifs, ça ne veut pas dire que le marché va se retourner comme une crêpe. Il faut Mhm. éviter, tu vas avoir une consolidation au prorata, donc oui, tu peux avoir en effet des retours de bâton, mais moi je pars du principe que les retours sur support seront achetés et ça nous permettra de D'accord. construire une figure. Mhm. Et c'est que la cassure de cette figure-là qui te commencera à te donner une tendance pour la suite. Parce que c'est sûr que oui, à un moment donné ou à un autre, oui, on va reparler du fait qu'il y a le ralentissement économique. On reparlera peut-être de faillite, non pas bancaire, mais de faillite sur l'immobilier commercial. On reparlera éventuellement de la géopolitique, on reparlera de toutes ces tensions, du fait qu'aujourd'hui, pour se dégager du risque géopolitique, beaucoup d'entreprises sont en train de démultiplier leurs entreprises, leurs silos, leurs outils de production dans tout un tas de pays limitrophes. Tout ça, ça a un coût, donc ça a un Mhm. impact également sur les marges, et ça a un impact également sur une inflation. Euh, donc tu es dans tous ces aspects-là, si tu veux, mais il faut faire attention sur ce que le marché est en train de pricer actuellement, c'est-à-dire un marché qui a encore beaucoup de liquidités et qui, certes, peut avoir peur de la récession, mais en attendant, elle n'est pas là. Mhm. Elle n'est pas physiquement là. Les résultats des entreprises tiennent quand même très bien. On est dans un consommateur qui, certes, commence à tirer la langue, dont les situations sont très diverses entre l'Europe et les US, hein, mais on est également sur un consommateur qui, certes, tire la langue, mais on continue aujourd'hui d'avoir des augmentations de salaire, etc. On continue aujourd'hui d'avoir un certain nombre de pays qui ont un certain nombre d'aides. Donc, tu es sur des éléments, si tu veux, où tu tires la pelote dans le temps. Et comme tu as des banques centrales qui sont présentes, qui Mhm. sont là en prêteur en dernier ressort, qui sont dans la capacité, on le voit, de réagir très très rapidement, contrairement à ce que ça a pu être le cas avant le Covid. Avant le Covid, on avait toujours peur, si tu veux, que la Banque centrale était en retard. Ouais. Là, éventuellement, elle fera l'erreur de garder ses taux à 5, 5,25% pendant trop longtemps, ce qui finira par impacter l'économie. Moi, je pars du principe que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est maintenant que les hausses de l'année dernière vont commencer à réellement impacter l'économie Mais et tu qu'il crois faut vraiment qu'on va pouvoir. arrêter la hausse des taux, même avec l'inflation qui continue? C'est-à-dire que l'économie, elle est encore en surchauffe, et apparemment, on va plus monter les taux, Mais en mais... fait, toute la difficulté, Denis, c'est toujours la même chose, c'est de bien comprendre que euh, tu as des indicateurs avancés, tu as des indicateurs en retard sur ton économie. Quand tu regardes le chômage, par exemple, c'est en retard. Quand tu regardes l'immobilier, c'est quelque chose qui te permet d'anticiper. Mais il faut bien se dire que les positions des banques centrales ne sont pas d'anticiper. Donc la banque centrale, imagine la perte de crédibilité de la banque centrale si elle te dit que l'inflation est certes en train de rester à des niveaux élevés, mais qu'ils font le pari qu'elle va continuer de baisser et que donc pour cette raison-là, ils maintiennent les taux au même niveau, voire ils vont commencer à les baisser à la fin de l'année. La problématique de faire ça, c'est que tu n'en sais rien et qu'il faut encore attendre de nombreux mois pour savoir quel impact ont eu et auront les hausses de taux que tu as faites il y a 6 mois, il y a 9 mois. Mhm. Elles ne sont pas encore en train d'impacter l'économie. Donc c'est maintenant, je dirais,
Si tu veux, l'économie a été tellement résiliente pour plusieurs raisons. C'est qu'on a tellement inondé le marché d'aide et de liquidités pendant le Covid que avant que tu puisses résorber tout ça, résorber l'épargne des gens, il y a toujours ce sentiment, si tu veux, que la récession, tout le monde en a eu peur, elle n'est pas arrivée. Alors oui, il y a la récession technique, etc., en Allemagne et tout ça, mais on n'est pas dans de la récession pure et dure, si tu veux, où tout le monde est en train de perdre son boulot. Les licenciements, on en avait parlé, les licenciements que tu as aujourd'hui dans la tech, c'est quand même mineur dans le bassin de l'emploi. La tech, c'est pas ce qui représente la majorité des emplois dans le monde, donc c'est pas ce qui va t'impacter une économie. On regarde tous les GAFAM ou le S&P, etc. Mais c'est tout, le tissu économique, ça reste des PME. C'est ça qui est important de regarder. Donc tout est en train de tirer la langue, si tu veux. Mais comme tout le monde, les entreprises, c'est la même chose. La majorité d'entre elles ont pu, pendant la période Covid, prendre des crédits importants à des taux très bas. À rembourser. À rembourser. Et ensuite, on se retrouve avec ce mur de la dette qui est potentiellement 2024, 2025, où là, tu te poses la question et tu te dis, est-ce que quand tu es une entreprise et que tu t'es financé à moins de 2%, et que tu te retrouves en 2024-2025, si on part du principe que les taux sont toujours à 5, ton niveau économique et ton niveau de risque sera peut-être plus important, donc tu vas devoir te refinancer à 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Ce n'est pas la même chose. Soit tu ne peux pas te refinancer, soit tu ne peux refinancer qu'une partie de la dette que tu avais au préalable, donc tu ne peux pas autant investir qu'auparavant. Donc tu restes là. Donc toute la question aujourd'hui, c'est de savoir, et pour moi les banques centrales font ça, c'est si tu lisses dans le temps. Le but du jeu, c'est d'éviter les grosses crises, mais de les lisser dans le temps. Et pour moi, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de lisser les choses dans le temps. Alors c'est un jeu d'équilibriste qui peut à tout moment dériver, mais qu'est-ce que démontre la Banque centrale américaine? C'est que dès que ça dérive, dès qu'il y a des faillites, elle est là. Elle est là et elle va arrêter son QT, elle va pas, alors, on va pas jouer sur les mots, mais elle va réinjecter des liquidités. Certes, ce sont des liquidités qui sont payantes, avec un taux, etc. Ce n'est pas des liquidités gratuites, mais toujours est-il, on évite l'asphyxie du système, si tu veux, en redonnant des liquidités. Et le marché, il joue ça. Le marché, oui, le marché il joue en fait sur les pompiers qu'est la Banque centrale, quoi. Et de toute façon, il y a la Banque centrale qui est là derrière au cas où, donc on peut y aller, quoi. Ouais, mais après, si tu veux, tu as quand même l'illusion des indices qui est là. Pourquoi? Parce que les marchés et les liquidités, elles vont essentiellement aller chercher. Aujourd'hui, la prime de risque de la bourse est toujours intéressante. C'est pour ça que pas tout le monde va mettre tout son portefeuille sur de l'obligataire. En plus, on sait très bien que éventuellement l'inflation, c'est peut-être pas terminé. Si ça redémarre, ça veut dire que tu pourras éventuellement, les taux longs vont continuer de monter. Donc ça veut dire que le prix de tes obligations actuelles, tu vas avoir de la moins-value latente. Tant que tu n'as pas besoin de les vendre, tant que tu n'as pas besoin de vendre tes obligations et d'acter tes moins-values latentes, ça va. Donc tu peux attendre la maturité et il n'y aura pas de problème. Les problématiques rentrent en ligne de compte si tu es obligé de trouver du pognon pour renflouer à droite et à gauche, et que donc tu es obligé de vendre ces obligations, et tu les vends à perte. Et alors là, qui est en face pour les acheter? Nécessairement le Trésor. Donc, tu es dans cet équilibre qui est très fragile. Mais aujourd'hui, tu es encore dans cet équilibre-là parce qu'on est en train de finir quelque part toutes les aides et l'exceptionnalité des réponses qui ont été faites suite au Covid. Mais c'est pour ça que le cycle, si tu veux, on a l'impression qu'il dure longtemps. Mais on va y arriver, si tu veux. Les hausses de taux qu'il y a eu, on a connu la plus grosse hausse de taux, la plus rapide de l'histoire. On sait très bien que dans les prochains mois, si tu veux, ça va commencer à la ressentir à ce moment-là. Donc c'est ça pour moi qui m'intéresse. Mais à côté de ça, le marché a toujours des liquidités, il y a toujours un prêteur en dernier ressort. Donc quelque part, il y a toujours une capacité d'aller chercher un rendement supérieur sur les marchés, à la condition d'être sélectif. Parce que quand on regarde à l'intérieur des marchés, pas tout ne monte. Tu as une poignée de titres qui montent. Et la grosse question que j'ai moi-même maintenant, c'est est-ce que le marché
va faire un rattrapage sur des valeurs plus cycliques, plus value, en jouant, si tu veux, le fait qu'on va éviter le hard landing, etc., et qu'on est plutôt encore jusqu'à horizon 2024, dans certes une croissance qui ralentit, mais une croissance quand même. Je parle d'une croissance mondiale. Mhm. Et au niveau de l'inflation, on peut avoir des rebonds de l'inflation, mais le marché fait le pari également que cette inflation va se résorber. C'est une question de temps. Alors, c'est toujours la problématique, c'est toujours quelle est la définition que les gens donnent au mot temporaire et au mot transitoire. J'avais toujours dit que pour moi, le mot temporaire était le mauvais mot, mais que oui, c'est une transition. Sauf qu'il faut bien comprendre que comme le Covid, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, les réponses ont été exceptionnelles, donc la transition, c'est quelque chose qui peut être long aussi, qui peut durer des années. Mhm. C'est comme quand on parle de la transition énergétique, les gens comprennent bien que quand on parle de la transition énergétique, c'est pas comme ça. C'est Mhm. des années, des décennies. Donc pour moi, c'est la même chose si tu veux. La transition que l'on a actuellement sur l'économie, c'est là aussi de bien comprendre qu'il y a une réalité macroéconomique et derrière, il y a une réalité de marché qui est une réalité de flux également. Et donc il ne faut pas sous-estimer cela. Et donc, à un moment donné ou à un autre, si tu veux, la seule problématique que tu as, c'est qu'on est juste en train de continuer à accumuler et à concentrer les mêmes valeurs dans les portefeuilles. Et que donc, ce que je dis souvent, c'est qu'à un moment donné, tu ne sais jamais quand, mais à un moment donné ou à un autre, tu as les portes de sortie de secours de la salle de concert qui n'ont pas été agrandies. Et Mhm. donc, si tu te retrouves tout le monde qui a les mêmes valeurs dans le portefeuille en grosse quantité, tout le monde ne voudra pas sortir en même temps, mais si tu veux, tu peux avoir des épisodes de volatilité comme on a vu sur le luxe la semaine dernière, où tu peux très bien te taper des grosses capes à -5, -6%, Mhm. avec donc du coup un impact de volatilité sur les indices. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer comme une possibilité et quelque chose qui va intervenir de plus en plus dans le futur proche. Donc des petits accidents de parcours, quoi, en fait. Ouais, s'attendre à plus de volatilité. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le marché nous a un petit peu endormis, si tu veux, avec des +1, +2. Mais je pense qu'il va falloir s'attendre un petit peu à... Alors là, on a de la volatilité à la hausse, hein. Mhm. Donc on voit le Nasdaq qui fait plusieurs séances à +2, 2,5. Et ça va continuer aujourd'hui. Mais du coup, peut-être, moi, ce que je vais regarder, c'est être en mode peut-être sell de news sur ce gap-là. Parce que voilà, on a laissé un gruyère derrière nous. Alors on ne sait pas Ouais. quand est-ce que les gaps seront refermés. On ne sait pas même s'ils seront du tout refermés. Donc l'idée, c'est de pas vraiment anticiper, c'est-à-dire pas faire ce que je fais. Mais globalement, c'est de bien savoir justifier que macroéconomiquement, euh, je veux dire, tu peux avoir raison sur tes scénarios macroéconomiques et avoir tort sur ton timing de marché. En fait, il faut bien décorréler les deux. C'est ça le plus important. Donc, il faut avoir tes scénarios, mais il faut accepter que dans tes scénarios, bah, potentiellement cet été, pour une raison X ou Y, éventuellement le pétrole et le gaz naturel, ils remontent. Ce qui fait que les prix remontent, ils impactent du coup l'inflation qui remonte. Tout le monde en mode oh mon Dieu, l'inflation est en train de remonter, etc. Parce que ça prendra encore des mois avant que les biens durables et les services soient impactés par de la désinflation. Ça Mhm. commence, mais ça peut prendre du temps. Ouais. Quand tu regardes l'Angleterre, t'as aussi des hausses de salaire qui sont importantes. Donc il faut intégrer que est-ce que le monde est en train de changer aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que dans la prochaine décennie, on est dans un nouveau monde qui est inflationniste, avec une inflation linéaire à 2, 3, 4% par an, mais Parce que là, on on serait reste plus à 8-9 quand même, hein, 6, dans 7, ce 8. vecteur? Ouais. Mhm. Oui, mais ça, il faut considérer, le 8-9, il faut considérer que ça, c'est transitoire. Mhm. Par contre, faire baisser l'inflation et la faire baisser à 4-3%, c'est possible. Mais est-ce qu'on la fait baisser à 3-4% pour ensuite rester sur ces niveaux-là pendant les prochaines années? Tu peux parler de la démographie. Tu peux parler ensuite, Tout est lié, comme en j'ai dit, fait, hein, ouais, la de la géopolitique, la géopolitique. macro. Hein. Mhm. Mhm. Ou alors, tu te dis, en fait, le monde, c'est un Japon géant, l'Occident est un Japon géant, Les 3 et donc, zéros. en fait, Mhm. on a juste un épiphénomène qui est important parce qu'on a eu une réaction par rapport à une pandémie. Ça arrive quand même pas tous les 4 matins. Et cette réaction-là se diffuse dans le temps, mais on revient structurellement à de la déflation,
à cause du vieillissement de la population des technologies, de l'accroissement des technos, etc., qui te permettent de réduire les coûts, blablabla. Donc en fait, aujourd'hui, si tu veux, personne n'a raison, personne n'a tort. Je dirais que chacun a le droit d'avoir sa vue dans un monde qui est plus inflationniste, dans un monde qui revient à de la déflation ou une inflation très basse. Aujourd'hui, tu n'as pas les éléments qui te permettent de départager. Ouais. D'ailleurs, tu peux utiliser les mêmes arguments pour une ou l'autre thèse. Et c'est ça la difficulté, je dirais, aujourd'hui, c'est que tu peux avoir des scénarios et des bases de travail, ce que j'ai, mais graphiquement parlant, techniquement parlant, au niveau du timing et au niveau des flux, il n'y a pas de décision qui a été prise encore par le marché. Et c'est transitoire parce que c'est quelque chose qui est en train de se construire maintenant. Et c'est quelque chose qui peut prendre encore des mois à se construire, c'est-à-dire que sur tes graphiques, si tu regardes des unités de temps beaucoup plus longues, tu vas constater qu'on est en train de construire des figures assez larges. C'est-à-dire que pendant encore de nombreux mois, éventuellement, on peut avoir de la volatilité à l'intérieur de ces figures-là, mais c'est de la volatilité. Quand tu regardes l'euro-dollar, tu peux avoir de la volatilité sans pour autant qu'il faille titrer la fin du dollar ou la fin de l'euro. On n'en est pas là encore aujourd'hui. Tu es en train de construire des congestions qui peuvent encore durer des mois, et la sortie de ces congestions-là te donneront les prochaines tendances long terme que le marché privilégiera à ce moment-là. Donc pour moi, aujourd'hui, je suis comme le marché, je suis entre deux. Alors le marché est très sélectif, parce que le marché est entre deux. Si tu ne regardes pas les indices et que tu vas regarder les secteurs d'activité, tu te rends compte que le marché est vraiment entre deux. Il y a des secteurs d'activité qui performent, il y a des secteurs d'activité qui ne performent pas. Et toute la question maintenant, c'est de savoir si le marché veut jouer l'inflation linéaire, il va se remettre à privilégier plus un marché typé cyclique value. Si le marché veut jouer l'aspect déflation structurelle, il va continuer à pricer et revaloriser le secteur technologique. Mais voilà, c'est pas quelque chose, si tu veux, où tu as la réponse au jour le jour. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et aujourd'hui, tu as toutes les valeurs techno qui sont en train de bien partir. Tu sais pas dire jusqu'où ça va aller. Tu sais juste dire qu'à un moment donné ou un autre, il y aura un prorata. Et ce qu'il faudra identifier, c'est dans ce prorata, quels sont les flux. Qu'est-ce que nous diront les flux? Quand on arrivera sur les supports, comment les supports sont achetés? Avec quelle force? Et petit à petit, tu vas construire tes figures. Et c'est ça qui va t'amener, alors je ne sais pas, peut-être cet été, peut-être à la fin de l'année, peut-être seulement en 2024, le marché te donnera les indications. Pour l'instant, ce que je vois, c'est des figures qui sont très larges. Donc je suis plutôt sur un marché qui ne va pas nous donner de vraies décisions long terme pendant plusieurs mois encore. D'accord, donc pour plutôt rester prudent et être prêt à sortir ou inverser la tendance sur ce qu'on fait. Très très intéressant, Julien. J'ai pas mal d'interviews et c'est rare de voir quelqu'un qui a une vision aussi long terme et aussi globale d'un peu tout en liant la macro, la technique et la géopolitique. C'est très très intéressant. Tu veux pas venir faire une petite intervention par hasard à Barcelone le 17-18 novembre prochain? Ce serait intéressant, quoi. Alors, tu me connais, la problématique que j'ai, c'est en règle générale, il faut m'arrêter si tu veux qu'elle soit D'accord. petite, parce qu'elle Ouais. ne sera pas petite sinon si vous m'arrêtez Donc pas. on fait 17, 18, 19, 20 si tu viens alors. Ça marche, ça marche. Ah. Ouais, ouais. Mais moi, ça me fait toujours plaisir, si tu veux, d'aller à la rencontre des gens Mhm. et de partager cette passion. Après, voilà, la difficulté de la macro, c'est toujours la même chose. C'est juste pour bien cadrer les choses. Le but du jeu de la macro, si tu veux, c'est pas de pas te donner le timing, si tu veux. Donc moi, j'utilise la macro parce que je veux pas me noyer dans le bruit du marché court terme. Donc je veux avoir une vision d'ensemble. Donc la macro me permet de savoir quoi acheter, d'avoir mes listes qui sont prêtes lorsque le marché, techniquement, va me donner les indications. Donc en gros, si tu veux, la macro, pour moi, c'est le quoi acheter, quoi regarder. L'analyse technique, l'analyse graphique et mes plans de travail, ça va être le quand. Mhm. Donc c'est vraiment pour timer un petit peu mieux le marché. Et après, la gestion du risque. La D'accord. gestion du risque, c'est ce qui va te permettre de ne pas dégoupiller et de pas, justement, comme sur des phénomènes de marché comme on a actuellement, de pas trop anticiper sur de la macro, etc. et de te retrouver contre le marché et de savoir couper
de savoir te mettre dans le sens du marché et également pas annuler ton scénario, mais de te dire, voilà, le marché est en train de me construire quelque chose d'autre qui me permettra de le jouer, mais plus tard. Donc en gros, c'est comme jouer le tiercé, mais ce qui est important, voilà, c'est de bien comprendre qu'il te le faut dans l'ordre, et donc de ne pas te battre à être que sur un cheval, de bien comprendre qu'il y a 3 chevaux, mais que ces 3 chevaux vont arriver dans un ordre différent. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien croire à la déflation, ils peuvent très bien croire à l'inflation, ils peuvent très bien croire que l'inflation va remonter, que l'inflation va baisser, que la croissance va se prendre un tir, qu'on va vers des cracks, des crises immobilières, tout ce que tu veux. Ce qui est important, c'est, ok, mais dans quel ordre on le joue? Ouais. Parce que ça sert à rien d'avoir raison trop tôt, tu as tort. D'accord, ouais. Faut toujours avoir la bonne idée au bon moment et au bon endroit. C'est ça la... Et l'analyse graphique, si tu veux, est pour moi l'outil qui te permet de gérer ça et de gérer ton risque également, parce que ça te permet d'avoir des repères et d'accepter à un moment donné d'avoir tort quand le marché te dit là, j'ai plus de repères, ou tu es sorti de tes repères. Et derrière, c'est là où ce qui se passe entre tes 2 oreilles est le plus important pour te faire conserver le capital et te permettre, même en ayant tort souvent, de quand même performer. Okay. Moi, ce que je te propose, c'est 3 jours avec tout le monde, et puis 45 minutes tout seul avec une masterclass. Ça te dit ou pas? 45 minutes, ok. Donc j'aurai le temps de faire mon introduction, c'est ça? 45 minutes, tu feras l'intro, et le soir, au repas, etc., tu feras le reste, alors. C'est bon, on compte sur toi? Merci de l'invite. Oui, je goupillerai ça aussi avec du Graph Tour et les visites, et la visite à la famille aussi. D'accord, ok. Super, voilà, notre 4e invité, notre 4e intervenant à Barcelone est annoncé, en direct. Julien Flot sera donc présent avec nous les 17, 18 et 19 novembre prochain. Donc, ça te laisse un peu de temps à préparer une toute petite intervention de 45 minutes. Ça va être compliqué, non? Ouais, mais je prépare jamais rien. Donc là, je ferai un effort pour rester dans les 45 minutes. Ok, merci Julien. C'est toujours très intéressant de t'avoir, parce que c'est vraiment une vision globale de tout. Et puis, on espère se retrouver avant ce séminaire pour faire un petit point sur tout à mi-parcours. Ouais, quand on aura des débuts de construction, ça sera intéressant. Ok, merci Julien. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche, laissez des commentaires. Et puis on se retrouve très rapidement pour peut-être des nouveaux intervenants au salon, au séminaire de Barcelone, mi-novembre. Merci, ciao à tous. Au revoir Julien, merci. Bye.